Bonjour et bienvenue à ce premier balado d'info-excavation intitulé Creuser le sujet. Je me nomme Danny Maton, je suis conseiller en prévention des dommages chez Info-excavation. Dans le cadre de ce premier balado d'une série d'interventions mensuelles que nous ferons en 2025, nous discuterons aujourd'hui de la zone tampon démystifiée, ses particularités et les impacts advenant un bris. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de deux représentants d'entreprises de réseaux souterrains d'importance au Québec, soit M. Mario Barbery, qui est chef de l'exploitation des services extérieurs pour Bell, pour la province du Québec. Bienvenue. Bonjour, Danny. Merci. Et j'ai aussi M. Benoît Garneau, qui est conseiller stratégique chez Énergie pour la province du Québec. Bienvenue, Benoît. Merci beaucoup, Danny. Fait que si on va de l'avant, messieurs, merci de vous joindre à Info-excavation pour ce premier balado. J'entame la discussion en disant, si on passe de la prémisse que la zone tampon minimale est de 1 mètre autour des infrastructures souterraines, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, tout à fait d'accord. Puis je pense que c'est une zone importante à respecter. Il y a d'ailleurs les directives là, des membres qui est disponible sur le site d'Info-excavation. Puis je pense, Benoît, t'en as une copie. Oui, j'en ai une copie, Mario. La voici, la directive. Donc, la directive, on va la retrouver facilement sur le site d'Info Excavation. On va retrouver le fameux tableau de dégagement de la zone tampon. La zone tampon, c'est quoi par définition? Bien, c'est une zone qui est tracée alentour des réseaux, peu importe le type de réseau, où aucune excavation mécanique n'est permise. Donc, on va retrouver ça là-dedans. Facilement téléchargeable et facilement accessible sur le site d'Info-excavation. Et puis, qu'est-ce que ça fait, ce petit document-là? Mais ça va regrouper les directives pour les 7 propriétaires d'infrastructures qui ont participé à la rédaction de ce document-là. Donc, oui, c'est sûr que quand il y a un bris sur les infrastructures, il y a des impacts. Et souvent, les bris surviennent parce qu'il y a un non-respect de la zone tampon. Mais merci beaucoup, bien apprécié, Benoît, Mario. Fait que si on va de l'avant, dans le fond, je vous invite à regarder à l'arrière, une zone tampon d'1 mètre autour d'une infrastructure souterraine de Bell, de télécommunications comme Bell. On voit dans le fond que la zone tampon, c'est celle, comme Benoît l'a décrite, qu'on doit suivre les directives de 7 des grands propriétaires que vous pouvez télécharger, consulter. Il y a plein de méthodes d'excavation douce qui peuvent être utilisées. Ici, on voit sur l'image un massif de 6 conduits qui délimitent une zone tampon autour de laquelle vous vous attendez à ce qu'on utilise des méthodes douces. Fait que Mario, j'aimerais savoir, avec ton expertise, quel genre d'infrastructure qu'on peut retrouver en dehors de l'image qu'on a, qu'est-ce que ça ressemble les réseaux de Bell dans le souterrain? Oui, en fait, il y en a plusieurs. Donc, je pourrais commencer par dire qu'il y a du réseau qui est simplement enfoui. Il y en a d'autres en conduit. Il y a en massif, comme tu parlais un petit peu plus tôt. Puis, naturellement, en fonction de l'année de construction, les matériaux peuvent varier également. Si on parle plus largement, on peut avoir aussi du réseau enfoui, supposons sous un trottoir, un pont, un viaduc. On a aussi des câbles sous-marins. Puis aussi dans le souterrain, on a naturellement nos chambres d'équipement également qui sont là. Je pense que ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que la profondeur de nos équipements ou de notre réseau n'est pas partout pareil. Donc, c'est là que ça devient encore plus important dans la zone tampon, justement, de s'assurer d'utiliser une méthode douce d'excavation. Puis l'autre chose aussi, c'est si on n'est pas certain, de faire des puits d'exploration pour vraiment pouvoir confirmer cette profondeur-là aussi. Peut-être deux choses, vu qu'on est sur le sujet également, que je rajouterais. Important aussi d'avoir un plan de soutènement lorsqu'on travaille près de nos équipements, parce qu'il n'y a rien d'autoportant dans nos infrastructures. Puis l'autre chose aussi, si on creuse pas loin de nos poteaux ou encore de nos ancrages, en fait, de s'assurer justement d'avoir une approbation. Puis ça, c'est important pour la santé et sécurité autant du public que des travailleurs qui font les travaux. Exactement. Vraiment intéressant. Merci pour les clarifications, Mario. Merci. On démystifie votre réseau de télécommunications. C'est apprécié qu'on prenne le temps aujourd'hui. Du côté d'énergie, Benoît, qu'est-ce que ça ressemble, vous autres, les particularités au niveau de votre réseau? Bien, un réseau gazier, par défaut, ça va naturellement être enfoui. Donc, bien entendu, on va sortir de terre pour alimenter des clients, pour abaisser les pressions, par exemple, ou tout simplement là, ajouter des vannes sur le réseau. Mais par défaut, un réseau gazier, ça va être enfoui, ça va être souterrain. Les deux types de matériaux utilisés, ça va être habituellement en acier ou, comme ici, on voit une conduite de polyéthylène. Donc, si on regarde pour la zone tampon, comment elle s'applique? Pour un réseau gazier, la zone tampon va s'appliquer
à partir du moment où on a enlevé la partie solide du revêtement. Donc, on est dans la rue, on doit faire une excavation de cette rue-là. On peut enlever les parties solides. Dans le fond, c'est asphalte, dalle de béton, trottoir, pavé uni. Ça, on a le droit d'enlever avec un équipement mécanique ce revêtement-là. Cependant, quand il y a du réseau en dessous, il faut y aller avec précaution. Ben oui. Une fois que ce revêtement solide-là est enlevé, là, la zone tampon va s'appliquer. Zone tampon, je le répète, aucune excavation mécanique. Donc, on va utiliser les 3 méthodes douces qui sont reconnues pour dégager la conduite. Donc, l'excavatrice va aller se situer à 1 mètre de l'emplacement de l'infrastructure, va aller faire une tranchée et le manœuvre, il va aller débouler le matériel pour pouvoir mettre à jour le réseau, par exemple le réseau gazier. Puis on le voit à l'arrière sur l'image, dans le fond, là, la fameuse zone d'1 mètre, l'excavation en dehors de cette zone-là. Exactement. Puis, je pense qu'on peut se rapprocher un coup qu'on a un visuel. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est effectivement. Et c'est ça, souvent, ça va être variable et évolutif, une zone tampon. Okay. C'est ça qui est important à connaître. Les gens pensent que c'est tout le temps 1 mètre, c'est pas le cas, c'est évolutif. Donc, pour un réseau gazier de distribution comme ça, classe 700, donc 100 livres et moins, au moment où on l'a dégagé et on a un visuel sur cette conduite-là, il est permis de se rapprocher à 300 mm. Donc, on peut rapprocher notre godet d'excavatrice à 300 mm. Cependant, c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'on va pouvoir effectuer une excavation à 300 mm, mais uniquement sur la portion qui est visible. Okay. Autrement dit, cette portion-là, elle est visible, cette portion-là est invisible. Oui, je peux approcher mon godet à 300 mm sur la portion visible, mais aussitôt qu'elle est invisible, je dois tasser mon godet d'excavation et respecter la zone tampon d'un mètre parce qu'elle n'est pas visible. Oui, c'est logique. Donc, c'est ça qui est important à comprendre. Puis oui, souvent, ça va être un piège pour les gens de l'industrie. Pourquoi 300 mm, Benoît? C'est une excellente question. Donc, 300 mm, un réseau gazier, c'est évolutif. Comme n'importe quelle autre infrastructure souterraine, il faut l'installer, par exemple, pour le réseau gazier, il faut la mettre en gaz, il faut l'entretenir, il faut la réparer aussi quand on a des bris sur le réseau gazier. Pour ce faire, il va y avoir des équipements qui vont être installés, puis les équipements sont laissés en place. Et ces équipements-là vont souvent être plus hautes que la canalisation elle-même ou plus larges que la canalisation elle-même. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on va demander de respecter une zone tampon rapetissée pour permettre une excavation plus efficace, mais quand même pour pas abîmer ces équipements-là qui sont laissés en place. Parfait. Exact. Puis si on regarde ici, j'ai apporté un exemple d'un branchement qui est abandonné. Bien, ça, c'en est un exemple de branchement qui est abandonné sur un réseau gazier. Parce qu'il est abandonné, parce qu'il est plus petit que 300 mm, dans ces cas-là, cet équipement-là n'apparaîtra pas sur le croquis de localisation, comme d'autres équipements qui sont laissés en place, puis pas seulement sur le réseau gazier, sur bien d'autres infrastructures souterraines. Donc, j'espère que ça fait du sens. J'espère que les gens comprennent pourquoi il faut respecter une zone tampon. On le voit bien, la notion de 300 mm. Mais par contre, du côté de Bell, il faut regarder au niveau de vos directives. On parle d'1 mètre parce que je crois que le réseau, la profondeur, le parcours peut varier d'un endroit à l'autre. C'est bien ça, Mario? Oui, tout à fait, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ce qu'il y a sur papier. Il faut vraiment y aller délicatement. Dans le 1 mètre, c'est 1 mètre, OK. Il n'y a pas nécessairement de notion de rapprochement parce que ça peut varier. Il y a une fibre optique ici à l'avant, puis des fois, ça peut être enfoui. Ça peut varier le parcours si c'était placé, exemple, en forage directionnel. Tout à fait. Ben, moi, je trouve ça super intéressant, la discussion qu'on a là. Puis, par contre, c'est sûr que si vous avez téléchargé, puis sinon, je vous invite à le faire, les directives de 7 des grands propriétaires d'infrastructures souterraines sur le site web d'Info-Excavation dans la section Guide et outils. Si malencontreusement, OK, on ne respecte pas ces méthodes-là, bien, il peut survenir un bris. Puis moi, je voudrais savoir, Mario, advenant un bris, comment qu'on voit ça chez Bell? C'est quoi les conséquences? Oui, en fait, je résumerai en fait les conséquences en 3 impacts majeurs. Premièrement, au niveau financier. Donc, c'est sûr que les coûts de réparation, de restauration vont être coûteux. Et malheureusement, ça va être remis à l'entrepreneur. Et donc, par fait même, ça augmente le coût aussi du projet d'excavation qui est en cours. Ensuite de ça, pour nos clients, bien là, il y a toutes sortes de dommages puis toutes sortes d'impacts. On peut penser justement nos réseaux cellulaires qui sont enfouis
ou en tout cas, ou encore nos câbles de cuivre qui donnent du service téléphonique à nos clients, ça va les impacter. On peut aller plus large, puis maintenant, on utilise beaucoup l'Internet, mais tous les services qui utilisent l'Internet, on peut penser à la télémédecine qui serait affectée. On peut aussi parler de gens qui sont en télétravail, puis il y en a plusieurs qui ne pourraient plus malheureusement faire de télétravail le temps qu'on répare nos câbles. Puis l'autre affaire que je dirais de façon plus générale aussi, c'est l'impact au niveau de tout ce qui est système d'incendie ou alarme et ainsi de suite. Puis si on prend un exemple trop d'un RPA ou d'un hôpital, qui dans ces cas-là doivent absolument évacuer par mesure préventive. Donc il peut y avoir des impacts qui sont encore assez larges. Puis l'autre impact que je dirais, c'est plus un impact socio-économique. Puis pour ça, je vous inviterai en fait d'aller sur le site web d'Info Excavation, puis d'aller voir le rapport là, de la chaire universitaire Cyrano, qui en parle un petit peu plus, puis qui va être mis à jour également prochainement. Oui, je vous confirme, effectivement. Ça va être mis à jour prochainement sur notre site web. Mais c'est quand même très intéressant là, de comprendre qu'au-delà d'un câble de télécommunication, il y a quand même des enjeux majeurs, même au niveau des tours cellulaires. C'est, dans le fond, on dit cellulaire, mais c'est alimenté avec du réseau souterrain, Mario. Exactement, c'est en plein ça. Fait que les conséquences des RPA, ben moi, je pense qu'on a vraiment clarifié la situation de votre côté. Si on regarde du côté d'Énergir, Benoît, s'il y a un bris, qu'est-ce qui se passe au jeu? C'est quoi les enjeux? C'est ça. Premièrement, Danny, un bris qui survient sur un réseau gazier, c'est un danger imminent pour la santé et la sécurité de tous. Ouais. Donc, les travailleurs sur le chantier, les citoyens avoisinants, les policiers, les pompiers et aussi l'équipe d'Énergir qui devra aller colmater le bris. Donc, et ensuite de ça, c'est sûr qu'il va y avoir, comme Mario le disait, des pertes financières. Et puis, un bris sur un réseau gazier, il peut y avoir plus de conséquences qu'on pense, c'est sûr et certain. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine. Puis, oui, l'entrepreneur va encourir des frais s'il est reconnu responsable, etc., etc. Il y a quelque chose que je trouve important. Si on regarde l'évolution des bris depuis 2017, c'est que les bris survenant sur le réseau gazier et sur d'autres infrastructures souterraines sont à la baisse. Moi, je tiens à dire un gros merci aux propriétaires d'entreprises en excavation ainsi qu'aux travailleurs hommes et femmes. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a place à la santé et sécurité sur les chantiers. On le voit, il y a beaucoup de formations. Info Excavation fait de la formation, Énergie fait de la formation. Et puis, le résultat sur le terrain, c'est que les chantiers sont de plus en plus sécuritaires et la résultante, c'est qu'il y a une baisse du nombre de bris. Merci aux propriétaires d'entreprises qui maintenant donnent de la place pour faire vivre la santé et sécurité sur les chantiers. Merci aux travailleurs, hommes et femmes, qui travaillent maintenant de plus en plus sécuritairement. Puis la résultante, c'est une baisse de bris. Donc, je voudrais vous reconnaître pour ça. C'est vous qui effectuez les travaux. Puis c'est grâce à vous qu'il y a une diminution des bris. Voilà. Super, merci. Oui, c'est important. C'était fort intéressant de discuter avec vous, messieurs, dans le fond, dans nos studios ici. Je pense que, comme le balado l'indique, on a creusé le sujet. Puis moi, comme conseiller en prévention des dommages chez Info Excavation, bien, je vous invite à consulter notre site web, vous inscrire à nos formations qui sont un peu plus poussées. Et puis sur ça, bien, je vous souhaite une excellente saison 2025. Je vous invite à nous suivre sur nos prochains balados sur vos plateformes de diffusion préférées. Et à la prochaine. Ensemble, messieurs, creusez le sujet!